Alors bonsoir, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à cette séance qui est consacrée à la présentation publique de la thèse de M. Laurent Fasnacht. Une présentation publique, donc c'est simplement l'opportunité donnée au candidat de raconter un peu à la communauté scientifique ce qu'il a fait pendant son travail de thèse. Ce n'est pas un examen. Il n'y a pas de questions ni pendant ni après l'exposé. C'est juste une présentation. Pour arriver à cette présentation, par contre, il a fallu faire un certain nombre de choses. Donc, pas seulement écrire une thèse, mais aussi passer un examen. La soutenance de thèse a eu lieu le 12 décembre 2018, en présence du jury. Alors, le jury de thèse était composé de son premier directeur de thèse, le professeur Philippe Brunner, qui n'est pas présent ce soir parce qu'il se remet d'une mauvaise chute, donc il a transmis un message que le deuxième directeur de thèse, le professeur Renard, transmettra. Un autre expert était le professeur Sunmeyer de Neuchâtel, qui est en fait un physicien, le professeur Marietto de l'Université de Lausanne et le professeur Becker de NAGRA à Dettingen. Je vais vous dire juste quelques mots sur M. Fasnacht, qui est en fait titulaire d'un master en sciences et ingénierie computationnelle de l'EPFL. Et effectivement, quand on voit le CV, j'étais impressionné par la quantité de choses qui ont été faites. Projet de master en entreprise, assistance informatique dans notre université, plus une activité indépendante. Et je crois que vous avez l'intention de continuer un peu ce genre d'activité. Ça n'a pas empêché M. Fasnacht de publier il y a plusieurs articles soumis avec comme premier auteur. Également, je ne vais pas vous lire, j'ai jeté un coup d'œil au rapport. Vous savez que avant de présenter l'examen, d'être accepté en fait à l'examen, la thèse est évaluée par des experts donc, qui font un rapport circonstancié. Je ne vais pas bien sûr lire ces rapports, simplement lors de l'examen, le jury a vraiment apprécié à la fois la présentation que vous avez faite, les réponses aux questions. Je crois que c'est aussi un bon examen. Voilà, cela étant dit, j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci, professeur. Donc, bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter quelques aspects liés à ma thèse. Ce n'est pas exactement ma thèse, parce que, déjà, c'est un énorme travail scientifique. Et ensuite, simplement, c'est lié au background, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de sciences extrêmement avancées si on a un public général. Donc, on va faire des choses plus simples, mais néanmoins, je l'espère, intéressantes. Donc, les questions qui arrivent toujours quand je parle à quelqu'un que je fais une thèse, on a des questions générales. C'est « tu fais quoi comme thèse ?» Celle-là, on entend beaucoup. Après, il y a toujours la question de l'utilité, qui est la deuxième question qui arrive toujours. Et puis, quand les gens creusent un peu plus, il y a peut-être des comparaisons avec d'autres approches, d'autres méthodes. Donc, les réponses un peu standards que je donne, que vous avez peut-être déjà entendues si vous m'avez posé ces questions, c'est « j'utilise une caméra spéciale pour identifier des minéraux ». C'est un peu ce que je réponds parce que ça permet de répondre rapidement sans rentrer trop dans les détails. Ça sert à quoi? Là, c'est toujours une question qui demande une réponse beaucoup plus longue. Mais en général, c'est clair pour la recherche, c'est ce que je suis en train de faire, ce que d'autres personnes font aussi. Mais après, il y a des applications industrielles, comme l'idée par exemple de faire une mine qui fonctionne avec des robots et non des humains dedans. Donc les robots, ils doivent être capables d'identifier ce qui se passe autour d'eux, donc ils ont besoin de ce genre de technologie. Il y a des aspects plutôt environnementaux, trouver la source d'un polluant par exemple, parce que si c'est par exemple une fuite acide d'une mine, on va pouvoir trouver des minéraux qui sont particuliers. Donc après, il y a par exemple Mars aussi, la NASA, ils envoient ce genre de technologie en orbite autour de Mars pour arriver à identifier le type de minéraux qu'on trouve sur la surface. Donc il y a beaucoup d'applications possibles, et je suis sûr qu'il y en a plein auxquelles je n'ai même pas pensé. Et puis ensuite, finalement, la dernière question, c'est pourquoi est-ce que c'est une technique qui est intéressante par rapport à d'autres choses, parce que finalement, il y a plein de manières de savoir quel minéraux c'est. Alors de nouveau, il y a plein de réponses possibles. La première, c'est que finalement, c'est de l'imagerie, c'est faire une image, donc c'est comme prendre une photo, finalement, ça se fait relativement vite. Elle n'est pas trop chère par rapport à si on fait des analyses, où on a besoin d'équipements de laboratoire très chers, de faire beaucoup d'heures de laborantin dessus. Il n'y a pas besoin de toucher l'objet, ce qui peut être pratique. Si c'est Mars, par exemple, ça coûte moins cher de le faire à distance. Et il y a de nouveau, il y a d'autres facteurs.
Alors bon, après, la question qui vient toujours, c'est les gens veulent savoir à quoi ça ressemble. En général, je leur montre une photo comme ça. On va y revenir, parce que là, on va commencer par peut-être voir un peu plus quels sont les principes qui sont derrière ce que je fais. Donc, le principe, c'est vraiment la lumière. Quand la lumière qui vient d'une source, elle arrive sur un objet, il peut se passer plusieurs choses selon l'objet. Soit elle peut être transmise à travers l'objet, donc si c'est quelque chose de transparent ou translucide, ou alors si l'objet, en fait tous les objets, puisque vous arrivez à me voir, ça veut dire que une partie de la lumière qui arrive sur moi arrive vers vous. Donc j'en réfléchis de la lumière, et en fait, finalement le fait que vous arriviez à me voir montre que les deux principes fonctionnent puisque vos yeux sont translucides, donc la lumière arrive à passer à travers, et les objets autour de nous sont tous réfléchissent dans une certaine mesure la lumière. Donc on s'intéresse finalement à ces deux aspects, c'est-à-dire cette lumière qui est transmise et cette lumière qui est réfléchie. Et il y a des noms pour ça. C'est la réflectance, c'est cette proportion de la lumière qui en fait est réfléchie, et puis la transmittance, c'est celle qui est transmise. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec ces propriétés, c'est qu'elles ne dépendent pas vraiment de la lumière, parce que si vous mettez un objet, par exemple, vous prenez un truc blanc et vous le mettez sous une lumière rouge, il aura l'air rouge. Ça ne veut pas dire qu'il est rouge. Donc ces aspects de transmittance et de réflectance, c'est vraiment des propriétés physiques de l'objet. Et donc c'est ce qu'on cherche à déterminer parce qu'on ne veut pas savoir dans des conditions particulières comment l'objet a l'air, mais on veut savoir comment il est. Et donc c'est l'idée justement qu'on veut essayer de déterminer ces propriétés de l'objet. Donc on va prendre un petit exemple pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer des propriétés sur un objet. Cet objet, c'est cette bouteille-là qui malheureusement a perdu son étiquette, donc on ne sait pas quel type de bouteille c'est, et on va essayer de déterminer si quel type de bouteille c'est réellement, quelle marque elle est. Donc pour ce faire, on a besoin de quelques trucs, parce que c'est clair, quand on essaie de faire de la science, on ne peut pas juste se lancer et dire ouais, j'ai une question et puis je ne sais pas du tout comment je vais aller à la réponse. Donc le premier truc quand on a une question scientifique, c'est finalement qu'on doit pouvoir avoir quelque chose qu'on peut mesurer, parce que si on a rien de mesurable, c'est difficile d'avancer. On a besoin aussi de savoir comment le mesurer, parce que si on a une idée géniale mais qu'on ne peut pas le mesurer, même si la grandeur existe, on n'a peut-être pas l'instrument qui permet de le faire, ou alors pas les compétences de créer un processus pour mesurer ça, ou peut-être que c'est impossible physiquement parce que par exemple on s'intéresse à une planète qui est trop loin. Donc on a des problèmes sur comment est-ce qu'on va le faire la mesure. Après, on a toujours besoin de pouvoir comparer, parce que là, le but, c'est de dire cette bouteille, elle ressemble à une autre qu'on connaît. Donc, pour ça, il faut avoir quelque chose à comparer. Parce que si on a, si on parle de minéraux, si on a juste ce minéral-là et puis qu'on n'a absolument aucun autre qu'on connaît, ça va pas nous avancer beaucoup. Après, on a besoin d'une méthode pour comparer, parce que c'est clair que si on a deux choses et puis on a deux mesures, mais après, peut-être qu'elles ne sont pas juste deux nombres, qu'on peut juste dire, ils se ressemblent. Peut-être c'est compliqué de savoir quel est le critère pour dire, ils se ressemblent ou ils se ressemblent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement difficile selon la question qu'on essaie de répondre. Puis finalement, et ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il faut arriver à valider ce qu'on a fait comme mesure. C'est-à-dire qu'on doit avoir idéalement un autre moyen d'arriver à cette conclusion, ou en tout cas à nous donner un indice si c'est une bonne, si notre mesure a donné quelque chose qui fait sens ou pas. Et ça c'est aussi, les gens ont tendance à oublier ça parce qu'ils se disent chouette, j'ai trouvé quelque chose, mais en fait on peut peut-être trouver quelque chose de complètement faux. Et si c'est le cas, et qu'on essaye d'aller plus loin avec ça, on est en train de se tromper. Et donc la validation, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, pour des points de comparaison, ça tombe bien, j'ai d'autres bouteilles qui, elles, ont une étiquette. Donc ça, c'est ce qu'on va se servir comme base pour comparer. Pour si on fait le parallèle avec des minéraux, j'ai un minéral inconnu, j'en ai d'autres qui sont connus parce qu'ils ont été, par exemple, caractérisés par des experts. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que celui-là, il ressemble à celui-là ou non? Et donc, c'est vraiment cette idée d'avoir un point de comparaison. Puis maintenant, la méthode qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mesurer finalement? C'est, dans notre cas ici, c'est la lumière qui passe à travers ces bouteilles. Donc, de savoir finalement, je vous rappelle, c'est la transmittance. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on a de la lumière qui va rentrer dans la bouteille, qu'on peut caractériser, et après, on veut caractériser ce qui ressort de la bouteille. Et en comparant ces deux, en fait, on va avoir une information sur qu'est-ce que est cette bouteille. Et donc, on doit mesurer ce qui arrive avant, ou disons sans bouteille, et ce qu'il y a après. Donc ça nous dit, on a quelque part deux mesures à faire. Et après, évidemment, c'est toujours une histoire de qu'est-ce qu'on veut mesurer, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire, il y a de la lumière. Après, c'est quelles caractéristiques de cette lumière on veut. Alors, la première chose, c'est évidemment l'intensité lumineuse. On pourrait dire, par exemple, si une bouteille est complètement opaque, c'est une information, il n'y a pas de lumière qui traverse.
Maintenant, c'est peut-être pas une information très précise, parce que si on regarde, deux bouteilles, elles vont peut-être pas avoir une très grande différence dans l'intensité lumineuse, donc c'est peut-être pas la bonne approche. On peut essayer avec la couleur. Maintenant, je veux dire, si vous regardez les couleurs, je veux dire, elles ont l'air assez similaires. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois pas grand-chose de ce côté-là. Et puis, en plus, ce qui est dangereux avec les couleurs, c'est que c'est une perception humaine, et c'est pas vraiment une mesure au niveau, comment dire, c'est pas une mesure scientifique où on mesure une valeur, parce que finalement, la couleur, c'est une définition qu'un humain a fait, enfin, qu'on se passe entre personnes, finalement, en disant, ça c'est vert, ça c'est... Alors, il y a des manières de mesurer, mais c'est toujours basé sur l'humain. Et ça, c'est pas forcément un truc qui est avantageux dans notre cas, puisqu'on s'intéresse pas vraiment à savoir comment cette bouteille serait perçue par un humain, mais à des caractéristiques physiques de cette bouteille. Donc, et puis mesurer, de nouveau, l'unicité, tout ça, c'est pas forcément évident. Puis, finalement, il y a la dernière chose, c'est le spectre. Alors bon, le problème du spectre, c'est évidemment, c'est peut-être pas un terme qui parle beaucoup aux gens. Donc, c'est évidemment la question, c'est qu'est-ce que c'est, comment on le mesure, etc. Donc, l'idée de ce spectre, c'est quelque part que cette lumière, on peut la décomposer en ce qu'on appelle les longueurs d'onde, ce serait quelque part les couleurs de base. Et donc, ça a l'air quelque chose de compliqué et tout ça, mais en fait, la nature, elle s'en sort très bien. Donc, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, finalement, vous voyez une décomposition de la lumière du soleil. Donc, et accessoirement, vous le voyez aussi autour de vous. Par exemple, si vous avez des reflets colorés, quand vous avez une vitre qui est bien inclinée, par exemple, vous voyez de temps en temps un petit arc-en-ciel qui se forme. C'est exactement ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment très particulier. Mais évidemment, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir le faire en laboratoire. On peut pas attendre qu'il y ait un arc-en-ciel et puis utiliser un grand spot pour faire notre expérience. Donc, comment on le fait artificiellement? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous montrer celle qui utilise la réfraction. Alors, la réfraction, c'est de nouveau, c'est un terme qui a l'air très compliqué, mais c'est finalement que la lumière, quand elle passe d'un milieu à un autre, elle est déviée. Et vous voyez ça à chaque fois, si vous regardez, vous êtes au bord d'une piscine, vous voyez que le fond, il a l'air déformé. Si vous regardez à travers un verre d'eau, vous voyez que ce qui est derrière le verre d'eau est déformé. C'est ça, en fait, c'est la lumière qui a été déviée par finalement le changement entre l'eau et l'air, par exemple. Et puis, ce qu'il y a comme propriété qui est très intéressante avec ça, c'est que la déviation, elle n'est pas la même selon la couleur, selon la longueur d'onde. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que ça veut dire que si on arrive à faire cette déviation, elle est suffisamment importante, peut-être qu'on arrive à créer cet arc-en-ciel. Et il y a une manière très simple, qu'on trouve très facilement et qu'on peut facilement acheter aussi, c'est le prisme. Donc un prisme, ça vaut quelques francs, c'est pas du tout un instrument difficile à acquérir. Vous pouvez en avoir un chez vous, vous amuser à faire des arcs-en-ciel si vous voulez. Et en fait, le principe, c'est vraiment très simple. On a un rayon de lumière blanche qui arrive, et ensuite, comme le prisme, il est en verre, il va dévier différemment les différentes longueurs d'onde, elles vont être séparées. Et c'est ça qui va faire, en fait, notre arc-en-ciel artificiel, si on peut dire. Et à quoi ça ressemble un arc-en-ciel artificiel? C'est exactement ce qu'on va faire sur cette table ici. Donc, j'ai préparé une petite expérience. Donc, je vous la présente peut-être sur le slide parce que c'est plus facile de le montrer que quand on est juste là devant. Donc, vous avez un spot, tout simple. C'est un spot qui sert normalement à éclairer une de ces boules à facettes. Donc, vous voyez, c'est du matériel assez basique. C'est pas quelque chose de scientifique spécial. Ensuite, on a le prisme qui est sur un socle, et là, on a l'arc-en-ciel. Alors bon, c'est difficile à voir sur l'image parce que c'est clair, quand on prend une photo, les appareils photo sont pas vraiment prévus pour rendre ce genre d'image. Donc, j'ai fait une photo un peu plus proche de l'arc-en-ciel qu'on obtient, comme ça vous voyez, en faisant un peu plus attention aussi aux couleurs. De nouveau, il faut penser, votre appareil photo, il essaie de vous faire une jolie image. C'est pas un instrument de mesure scientifique. Donc, il y a toujours un peu des aspects comme ça qui entrent en jeu quand on essaie de faire des mesures scientifiques avec du matériel grand public. Donc, là, j'ai essayé de faire que ça donne bien. Vous voyez que le vert au milieu, il reste l'air un peu blanc. Voilà, mais ça donne un peu une idée de ce que c'est. Donc, on va faire maintenant l'expérience en vrai. Donc, je vais vous montrer. Je vais peut-être éteindre les lumières, comme ça on verra un petit peu mieux ce qui se passe, si ça marche. Voilà. Et je vais allumer mon petit spot qui est ici. Donc, alors c'est difficile à voir parce qu'il est tout petit, mais si vous regardez là-bas, vous avez un petit arc-en-ciel qui s'est formé, juste là. Alors pour qu'on le voit un peu mieux, il est projeté juste sous le curseur ici de la souris, vous voyez l'image de cet arc-en-ciel.
Pour ce faire, il y a une petite webcam ici. De nouveau, c'est du matériel standard, hein, ce n'est pas des équipements scientifiques très complexes. Et cette image, ben, elle est simplement, bon, elle est un petit peu déformée pour qu'on le voit bien sur l'écran, mais on voit ce spectre-là. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de dire, ben, là j'ai une image, mais je veux faire une mesure. Donc, pour faire cette mesure, on va prendre simplement, on va prendre une ligne sur cette image. Donc, je vais le faire ici. Donc, on va prendre une ligne comme ceci. Et là, en fait, ce qu'on a dans le graphique du bas, qui bouge un peu, là, c'est en fait l'intensité lumineuse que la caméra mesure le long de cette ligne. Alors, de nouveau, cette caméra, c'est une caméra grand public, donc elle est orientée pour notre perception. Et dans notre perception, le vert et le rouge sont plus lumineux que le bleu, parce que nos yeux sont faits comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a cette espèce de courbe un peu bizarre. Mais c'est égal, on va ignorer cet aspect-là. Ce qui, par contre, est intéressant, c'est que vous voyez cette espèce de petite ondulation qu'il y a toujours, on a toujours la même idée, mais il y a ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire que le capteur, il y a deux sources, il y a quelque part, il y a le capteur, et puis il y a la physique qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une mesure qui est parfaite, qui est toujours stable, etc. Donc, on a une sorte, comme un bruit de fond, finalement. Vous pouvez imaginer, si vous essayez de communiquer avec quelqu'un, vous avez votre voix qui porte, et puis vous avez peut-être un petit bruit au fond, et l'idée c'est justement d'arriver à voir quelle est la partie importante de ce signal, c'est-à-dire ce que la personne dit, par rapport à ce bruit de fond qui finalement ne nous intéresse pas trop. Mais il existe, et puis là vous le voyez bien sur l'écran, donc on peut rien y faire. Vous pouvez avoir l'instrument de mesure aussi bon que vous voulez, vous aurez toujours du bruit, donc c'est juste une réalité physique. Malheureusement, on a des choses comme ça. Donc pour pouvoir arriver à savoir un peu comment ça se passe, on doit pouvoir avoir des points de comparaison. Donc ça, c'est le blanc, c'est quelque part, on a la lumière qui arrive, il n'y a rien du tout entre deux. Donc on va l'enregistrer, alors il ne va rien se passer, mais j'appuie sur une touche pour lui dire, enregistre ça, ça c'est le blanc. Maintenant on va faire du noir, donc pour ça c'est très simple, on enlève, et là vous voyez aussi, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose, même si théoriquement c'est censé être noir. Et vous voyez aussi d'ailleurs, si vous regardez un peu l'écran, il n'est pas noir réellement. Il y a toujours de la lumière qui vient du beamer. Et donc ce bruit de fond, on va devoir dire, ok, on va dire que ça c'est noir, même si techniquement la caméra ne nous dit pas que c'est noir, elle nous dit que c'est un peu gris. Donc ça je vais enregistrer comme noir. Voilà. Et donc maintenant, en fait, on obtient une valeur qui est, toutes les valeurs qu'on va mesurer, elles sont quelque part entre ce blanc et ce noir. Donc là, ce que l'ordi il fait, il calcule une valeur qui dit, est-ce que cette valeur que j'ai mesurée à un endroit de cette ligne, elle est plus proche du blanc, dans ce cas-là, ça donnerait une valeur de 1, ou du noir qui serait la valeur de 0. Donc là, vous voyez, on a du blanc, donc puisqu'on n'a rien entre deux, et la valeur qu'on obtient, c'est finalement à peu près partout 1. Donc ça veut dire, finalement, on a un objet entre deux qui transmet 100%, c'est-à-dire l'air au final. Donc si maintenant on met un objet entre les deux, on va mettre notre bouteille, comme ceci. Vous voyez que finalement, il y a certaines des longueurs d'onde, certaines des couleurs qui ont été absorbées par cette bouteille. Alors évidemment, après, le prisme, lui, il fait que de séparer la lumière. Donc il y aura certaines couleurs qui vont simplement pas exister dans l'arc-en-ciel, et c'est ça qui fait cette différence. Donc vous voyez que la courbe, elle fait quelque chose un peu comme ça. Sur le bord, vous avez, comme il n'y a pas vraiment de signal ni blanc ni noir, c'est juste du bruit. Mais la partie qui nous intéresse, c'est cette partie au milieu où on peut mesurer quelque chose. Alors, c'est chouette, on obtient quelque chose, mais peut-être que ça ferait la même chose avec toutes les bouteilles, on ne sait pas. Donc le premier truc, c'est de savoir, est-ce que je suis en train de mesurer quelque chose qui fait sens? Donc là, moi, je vais juste l'enregistrer sous une couleur. Vous voyez la ligne bleue qui est venue, j'ai juste pris comme une photo de cette courbe. Et on va essayer maintenant de prendre une bouteille, on sait que c'est pas celle-là. Celle-ci, elle est bleue. C'est pas la même, on est sûr. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce qu'on va pouvoir le voir avec notre système de mesure? Parce que si il nous donne la même valeur pour tout, finalement, c'est pas très intéressant. C'est pas un truc qui va nous amener à la solution. Donc si maintenant je prends le bleu, là vous voyez comme c'est différent, c'est-à-dire que finalement tout ce qui reste comme couleur, c'est le bleu qui est passé à travers. Et les autres, elles ont été beaucoup plus absorbées. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que sur cette partie-ci qui correspond à cette partie de la ligne, vous avez des valeurs plus grandes que sur l'autre. Mais par contre, après, ça diminue parce que il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert dans la lumière qui est passée à travers. Donc le fait qu'on ait des courbes différentes, ça nous dit, on a peut-être une méthode de mesure qui nous permet de faire quelque chose d'utile. Donc maintenant, l'idée, ça va être de dire, je vais prendre mes bouteilles que je connais, et on va essayer de faire les mesures pour chacune d'entre elles. Et si on a de la chance, alors de nouveau, ça veut dire, est-ce que notre procédure est bien? Est-ce que j'ai pas d'effet de bord? Par exemple, dans cette salle, peut-être qu'il y a trop de lumière parasite, on ne sait pas. Mais on va essayer. Et puis, on va voir si on arrive à faire une conclusion qui est utile ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Mais
On espère toujours quand on fait une expérience que ça marche, mais quand on fait une thèse, si les expériences marchaient dès le début, ben on ferait pas une thèse, on le ferait en 6 mois et ce serait fini, quoi. Donc c'est pas comme ça que ça marche en général. Donc ce que je vais faire, je vais simplement mettre ma première bouteille ici entre les deux. Vous voyez, j'obtiens des valeurs comme là, et je vais simplement l'enregistrer. Ben ça va être la première courbe, celle-ci. Vous voyez aussi que selon comment je la tiens un peu devant, ça varie un petit peu, mais c'est quand même une caractéristique de la bouteille. Ça varie pas tant que ça quand je la bouge. Donc ça, c'est notre bouteille numéro 1. Maintenant, on va prendre la bouteille numéro 2, une autre bouteille, et puis ben là, on va voir aussi, ça me permettra de voir que les deux bouteilles sont un peu ouvertes les deux, donc peut-être qu'il n'y a pas de différence mesurable. Si c'est le cas, on est un peu mal, mais on ne sait-on jamais. Ah ben tiens, on voit que celle-ci, par rapport à l'autre, il y a beaucoup plus de lumière qui passe à travers. Et à l'intuition, si vous regardez un peu la bouteille, peut-être vous voyez devant le fond blanc, ben vous voyez qu'elle est plus transparente, donc ça correspond finalement à notre intuition. Et ça, c'est aussi une information qui est super utile, parce que comme scientifique, ben on ne peut pas juste faire des mesures et se dire « Ah ben c'est juste des chiffres ». Non, il y a toujours une intuition à avoir, quelque chose à comprendre derrière. Donc là, notre deuxième bouteille, qui a une valeur très différente. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en tout cas, entre ces deux-là, on arrive à faire la différence. Maintenant, on va prendre une troisième, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc... De nouveau, elle est différente, celle-ci. Donc, je la pose ici. Et puis, quatrième bouteille. Donc, voilà, je vais arrêter là, hein, on va pas en faire 25. Je l'enregistre. Voilà, donc, vous voyez, il y a des différences, mais elles ne sont pas vraiment énormes. Hein, et là, on rejoint un peu ce qu'on constate quand on essaie de faire avec les minéraux. Avec les minéraux, c'est encore pire. Il y a moins de différence. Donc, après, il y a toujours le critère, ben, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est la même chose. Donc maintenant, on va essayer de voir avec notre bouteille test si elle ressemble à une des bouteilles qu'on a mesurées. Donc, je vais la mettre. Alors voilà, on obtient quelque chose qui ressemble à une autre courbe. La question, c'est laquelle? Alors, pas forcément évident. Hein. Vous voyez que la 3 et la 4 se ressemblent beaucoup. Bon, si on mesure vraiment, on se rend compte que, bon, ça, évidemment, c'est toujours difficile à le faire, mais on se rend compte que c'est plus proche de la 4. Alors, maintenant, ça c'est une conclusion qu'on a eue avec cette méthode de mesure. On se dira, bon, a priori, cette bouteille et la bouteille 4 sont dans la même famille, disons ça comme ça. Alors maintenant, il y a l'aspect de la validation, c'est-à-dire, est-ce que je peux penser raisonnablement que ces bouteilles sont les mêmes? Alors, le scientifique qui se respecte, il va se dire, bon, j'ai utilisé la couleur, est-ce que je peux utiliser autre chose? Par exemple, elles ont un peu une forme similaire, les deux. Il se trouve que, bon, elles ont le même bouchon, tiens donc, c'est aussi un bon indice. Donc, quand on regarde ces trucs-là, ben, on a des indices qui nous font dire que notre conclusion scientifique qu'on a eue avec l'autre méthode, elle est probablement bonne. Donc, pourquoi je vous ai embêté avec ces bouteilles, c'est que finalement, beaucoup des problèmes qu'on peut avoir en faisant ces mesures avec les bouteilles, ben on les a exactement les mêmes quand on essaie de faire avec des minéraux. C'est pas quelque chose, c'est pas une... Parce que finalement, le bruit, vous l'avez aussi. Vous avez aussi des problèmes que certains spectres se ressembleront beaucoup. Vous avez aussi des problèmes que peut-être, selon comment vous mettez le minéraux, vous allez avoir des spectres légèrement différents. Donc, c'est pas du tout une invention. Mais l'intérêt de ceci, c'est que vous pouvez voir vraiment depuis le début jusqu'à la fin comment ça marche. Donc, si maintenant je reviens au slide. Donc, notre conclusion, c'était quelque part que c'était la bouteille 4, donc le 7-Up, et puis on a validé. Donc, bonne nouvelle, on a résolu notre problème scientifique. Donc maintenant, on va voir juste les difficultés. Ben, on avait le bruit, hein, parce que vous voyez qu'on n'a jamais une courbe qui est très stable. Ça, c'est un des gros problèmes. On a des imprécisions dues au capteur. Là, c'est une webcam, elle n'est pas parfaite. Mais même si vous avez un capteur très très cher, il a peut-être des défauts. Il faudra peut-être les comprendre, savoir comment les traiter. Ensuite, on a ce problème des données de référence fiables. Les bouteilles, c'est assez facile. Vous allez dans une Migros, vous pouvez en acheter. Le problème, c'est quand vous avez des minéraux, ben, il faut en avoir où on sait assez bien ce que c'est. Il faut peut-être avoir quelqu'un qui est un expert pour savoir qu'est-ce qu'est réellement ce minéral, pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile. Puis, on a toujours l'aspect de comment est-ce qu'on peut dire que c'est similaire, parce que dire que ça se ressemble, c'est bien pour du point de vue intuition, mais finalement, ça ne nous résout pas le problème du point de vue, si on doit traiter des grandes quantités de données, on doit avoir un critère qu'on peut donner à un ordinateur. Donc, ouais, désolé, c'est plus clair ici qu'ailleurs, donc je vais faire comme ça. Voilà, comme ça on me voit de nouveau. Donc, la caméra que moi j'ai dans mon labo, elle fonctionne un peu sur le même principe que ça. Simplement, ben, c'est un instrument de mesure qui est beaucoup plus complexe. Mais le principe de base, il est le même.
Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est à chaque fois qu'elle nous donne une image, c'est en fait une ligne de points. Et pour chacun de ces points, elle va faire exactement comme ce qu'on a fait là, c'est-à-dire de séparer et d'avoir un spectre pour chacun de ces points. Donc on obtient finalement des données de cette façon-là. Et la raison pourquoi elle fonctionne comme ça, enfin une des raisons pourquoi c'est considéré que c'est une méthode acceptable, c'est que c'est beaucoup utilisé, ce genre de caméra, pour des mesures aériennes. Et pour une mesure aérienne, si vous mettez une caméra dans un avion qui scanne une ligne, ben en fait la ligne elle va se déplacer puisque l'avion se déplace. Donc vous avez votre ligne au sol et le fait que l'avion il bouge, ben en fait vous allez couvrir une zone de terrain et donc vous allez obtenir une image au sens où on l'entend, c'est-à-dire qui couvre une surface en 2 dimensions. Et puis, dans mon cas, en fait, je vais travailler pour tout ce qui est infrarouge, donc c'est-à-dire que on va pas être dans ce qui est visible, et on va aussi regarder, au lieu de faire comme ce qu'on a fait avec ces bouteilles où on regardait la transmittance, moi je regarde toujours la réflectance, donc c'est plus une image normale que de regarder à travers. Si vous voulez, c'est une image comme on voit maintenant, c'est-à-dire que vous avez la lumière qui est sur un objet et vous regardez à quoi ressemble l'objet. Donc, vous voyez ici l'installation. Maintenant, on va parler peut-être un peu plus en détail. Donc, la caméra elle-même, c'est ce bloc qui est là derrière. C'est elle qui a toute l'électronique pour avoir obtenir cette ligne de données. Ensuite, vous avez, cette caméra-là, elle bouge pas, elle est fixe en laboratoire. Donc, il y a un miroir là-dedans qui permet de bouger quelque part la ligne. Parce que si vous regardez dans un miroir et que vous tournez le miroir, vous allez voir quelque chose qui va bouger. C'est exactement ce que fait cette caméra. Et puis après, dans les parties qui sont peut-être qui ont l'air plus basiques, mais qui finalement sont extrêmement importantes, vous avez juste sur le côté ici une lampe halogène, donc parce que évidemment sans lumière, pas d'image. Et vous avez, là vous avez un échantillon qui est celui qui va servir ce qu'on va essayer de mesurer. Et à côté vous avez une référence blanche, c'est-à-dire que c'est difficile de mesurer la lumière qui arrive sur l'objet. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à côté un élément qu'on connaît quelle couleur il a pour servir de point de comparaison. C'est simplement ça qu'on fait. Et on parlait avant de l'infrarouge. Alors l'infrarouge, c'est un type de lumière, mais c'est simplement une lumière qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est notre partie de lumière que nous, on voit. Après, vous avez par exemple à côté, vous avez les UV. On sait que c'est de la lumière, parce que si on se met à l'ombre, on est protégé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on observe. Si on va dans l'autre sens, ici, vous avez le proche infrarouge, c'est par exemple votre télécommande de la télévision, elle utilise le proche infrarouge. Si vous allez très très loin, vous avez tout ce qui est thermique. Par exemple, vous êtes une source d'infrarouge, vous émettez de la lumière, et cette lumière, elle est invisible, mais une caméra infrarouge, elle va pouvoir vous voir. Si par exemple les militaires essayent de trouver quelqu'un qui est caché dans des buissons, ils pourront utiliser le fait que cette personne est une source de lumière finalement. Et donc la partie la caméra est capable de voir, c'est cette partie ici, qui est, on va dire, elle est un peu entre les deux. C'est pas les infrarouges thermiques, mais par contre, c'est pas non plus la partie, on n'est pas très proche du visible. Et c'est une partie qui est intéressante parce que finalement, on n'a pas les mêmes informations que dans le visible, parce qu'on est relativement loin quelque part de ces informations-là. Donc, on va juste regarder ce que ça donne pour un échantillon comme ça. Donc ça, c'est une belle photo, prise avec un téléphone portable, rien de très spécial. Et on s'intéresse de savoir quelle est cette partie-là à côté qui est un peu, elle se donne pas terriblement bien sur le beamer, mais elle est un peu bleue. Et finalement, on s'intéresse à savoir quel est ce minéral-là. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer, ça c'est un screenshot, mais je vais vous montrer en vrai ce qu'on obtient comme mesure de la caméra. Donc vous obtenez une image en fait, et chacun de ces points de cette image, au lieu d'avoir juste une couleur comme c'est normalement, vous obtenez en fait un spectre complet. C'est finalement l'équivalent de ce qu'on a mesuré là, c'est-à-dire on a mesuré sur cet arc-en-ciel quelque part quelles étaient les couleurs qu'on avait. Et ça nous donne une courbe comme celle-ci. Donc vous voyez, c'est aussi beaucoup plus précis que ce que j'ai comme mesure avec la webcam. Bon, c'est aussi un instrument qui vaut beaucoup plus cher, faut dire les choses comme ils sont. Donc on s'attend à ce que ce soit plus précis. Mais quand vous regardez l'image, donc ça c'est vraiment l'image brute qui est redonnée par le capteur, vous voyez que vous avez aussi ces phénomènes de bruit comme ça. Donc on a vraiment les mêmes problèmes, même si c'est un instrument qui coûte, je sais pas, je pense probablement quelque chose comme 1000 fois plus que l'installation que j'ai ici, mais ces problèmes sont juste liés à la physique. Donc après, vous voyez, on a un signal, on a quelque chose qui se passe, mais il faut arriver à identifier quelle est la partie qui est intéressante de ce signal et quelle est la partie qui est simplement du bruit, quelque part, quelque chose qui ne nous concerne pas vraiment. Et vous remarquerez aussi, vous avez parfois, quand je passe ma souris, vous voyez que vous avez ces espèces de pics comme celui-ci, vous avez des défauts. Et ça, c'est la caméra qui, toute chère soit-elle, elle a des pixels qui ne fonctionnent pas correctement et donc il faut pouvoir les traiter.
Donc, toute cette partie de savoir comment gérer ce signal et l'amener à quelque chose qui est utile scientifiquement, donc en enlevant tous les problèmes, en limitant l'impact du bruit, ben c'est quelque part, ça a été une énorme partie de mon travail, puisque si on le fait pas, ben on n'a que des problèmes par la suite, en fait. Parce que tout ce bruit, si on essaye après de faire quelque chose de super fin, en fait, on va voir que le bruit, on va pas voir ce qui se passe réellement comme les données. Donc maintenant, je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne après cette partie de travail. Donc là, vous avez, c'est exactement la même image, mais c'est ce que j'ai obtenu après avoir fait, finalement, ce qui m'a pris les 2 premières années de ma thèse à développer, c'est de faire qu'on obtienne quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est une belle courbe, elle est bien jolie, bien lisse, donc ça, on est déjà content. Vous voyez aussi que, là, dans le cas présent, ce minéral, il a une jolie forme, donc ça veut dire qu'on a des bonnes chances d'arriver à faire quelque chose, puisque, vous voyez, il y a des bosses, il y a des creux, enfin, on n'est pas en train d'avoir quelque chose de tout plat. Et vous voyez aussi un truc, je vais pas rentrer dans les détails comment ça marche, mais on a ces trépieds à côté. Et ça nous donne une idée de est-ce qu'on est précis sur notre mesure, c'est-à-dire qu'on, par exemple, ici, les trépieds sont très serrés, donc on est très sûr de la valeur qu'on a mesurée, ou des endroits comme ici où on est moins sûr. Donc ça, c'est une information qui est très utile aux scientifiques, c'est-à-dire de dire, bon, j'ai mesuré quelque chose, mais est-ce que je peux faire confiance à ce que j'ai mesuré, ou est-ce que c'est juste une sorte d'idée générale, mais peut-être qu'on peut pas trop s'inspirer de ça pour faire une conclusion. Donc là, vous voyez, si vous regardez cette image, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'on peut balader le curseur partout, et vous voyez qu'à tous les endroits, vous avez des spectres qui sont extrêmement bien définis. Vous avez de temps en temps des valeurs qui manquent, parce que de temps en temps, on peut rien faire pour les sauver, mais dans l'ensemble, vous obtenez quelque chose qui est très propre. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau science, et souvent les gens, ils ont tendance à dire, ouais, le capteur, il marche, pas besoin de se préoccuper de ça. Mais en réalité, un capteur, c'est un instrument extrêmement complexe. Il faut toujours réfléchir à comment il marche. Et en fait, ça vaut la peine puisqu'on obtient quelque chose qui est infiniment mieux que ce qu'on avait avant. Je veux dire, si vous ne me croyez pas, on peut toujours regarder la comparaison de ce qu'on avait avant comme signal. C'est juste pas aussi propre. Donc, si je reviens à mes slides. Donc là, je vous montre quelques exemples en fait de spectres sur ce minéral inconnu. Donc j'ai pris quelques points et puis je les ai juste mis sur le même graphique. Alors, comme vous voyez, ils ont tous un air de famille, mais ils ne sont pas les mêmes. Ce qui est un peu un problème parce que finalement, si on veut faire une comparaison, on devrait dire, ouais, en fait, ceux-là, ils sont censés tous être les mêmes, donc ils devraient être le même. Donc on a ce problème de comment comparer. Donc, pour comparer ça, j'ai utilisé une technique qui s'appelle les réseaux neuronaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça marche, mais sachez qu'on en entend beaucoup parler dans tout ce qu'on entend machine learning, intelligence artificielle, ces jours-ci, très à la mode. Et en fait, c'est une technique qui fonctionne en donnant beaucoup d'exemples. Finalement, le système va déterminer tout seul quels sont ces liens entre les données. Donc là, par exemple, si je reprends ces trucs, il va se dire, ah, peut-être qu'il y a un creux ici, peut-être que c'est ce genre d'information qui va généraliser. Mais on a besoin de beaucoup de données parce que c'est clair, on lui fait apprendre par l'exemple. Et ça, c'est une technique qui est un peu différente de si on a construit un système où il y a beaucoup de maths derrière et qui va nous dire, voilà, on a cette raison mathématique que ce serait la bonne solution. Et donc, ce que moi j'ai fait qui améliore l'état de la technique qui est faite par d'autres personnes, c'est que j'ai fait une méthode qui permet de gérer des données qui manquent. Parce que, comme vous avez vu, il y a des fois des pixels qui sont pas bien, des valeurs qui sont fausses, qu'on doit simplement ignorer. Et donc, moi j'ai fait une méthode qui permettait de simplement travailler avec ces données manquantes sans être pénalisé quelque part. Et elle fonctionne aussi j'ai essayé d'inciter ces réseaux neuronaux à fonctionner sur des zones locales, comme on veut trouver un creux, un pic, quelque chose de ce genre. Et la forme générale est peut-être moins importante que des aspects locaux. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de favoriser ce genre d'aspect, et en fait ça marche bien. Donc, mais pour pouvoir appliquer ce genre de truc, il nous faut quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ouais la méthode elle fonctionne, il faut avoir des points de comparaison. Et donc, pour faire ces comparaisons, c'est comme les bouteilles qu'on a comme exemple, il a fallu avoir des minéraux qui sont bien caractérisés. Et bon, comme vous le savez, moi je suis pas un expert en minéralogie, donc j'ai demandé à une collègue, Marie-Louise en fait, qui a bien voulu me donner de son temps pour pouvoir identifier précisément, vérifier que c'était juste les étiquettes, etc., certains minéraux de la collection qu'on avait dans le sous-sol de l'université. Et donc, en fait, ça nous a permis de faire une collection de minéraux, on a des données connues, et ensuite de s'en servir comme point de comparaison. Évidemment, pour que ce soit utile de faire des mesures, il faut une bonne qualité de mesure. Mais comme on l'a juste montré avant, on a ça.
Et il y a un dernier truc, en fait, c'est qu'il faut une efficacité dans le fait d'obtenir des mesures, parce que si par exemple vous avez une centaine de minéraux à scanner, et que chaque minéraux, il vous faut 1 heure pour le faire, ben, je vous laisse faire le calcul, mais vous y êtes encore pour un moment. Donc l'idée, c'était de tout automatiser. Et de nouveau, ce que j'ai développé permettait de faire ça. Donc finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à scanner 130 échantillons de minéraux, 76 minéraux distincts, donc 76 sortes de minéraux, et le nombre de points donc de spectre qu'on a obtenu, c'est 3,9 millions. Ça semble énorme, mais c'est ce genre de nombre-là qu'il faut pour pouvoir faire de l'apprentissage par ordinateur. Et si on essaye d'appliquer après cette technique sur l'échantillon qu'on avait, on voit que sur la partie qui nous intéresse, qui est celle on pouvait s'attendre à que ça marche, parce que le reste, il n'est pas bien défini dans notre cas, mais on voit qu'il a trouvé que c'était du béryl. Et en fait, en l'occurrence, il s'avère que c'est juste. Donc, ça marche bien comme technique. Alors on se dira, ouais, bon, peut-être que c'est un problème facile, peut-être que n'importe quelle technique est capable de le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une autre technique, qui est celle qui est communément utilisée. On va dire que c'est un peu celle qui est, ouais, je pense qu'il y a probablement 2/3 des gens qui vont utiliser cette technique-là. C'est une technique qui s'appelle le Spectral Angle Mapper, mais c'est pas important ce qu'elle représente. Et on a essayé de voir quels sont les pixels qui étaient mis dans la bonne catégorie. Et en fait, vous voyez, bon, déjà, il y a plein de couleurs différentes, ça c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il a probablement pas réussi à trouver ce qui était important. Et en réalité, les seuls points qui sont correctement catégorisés, c'est ces trucs orange qu'il y a en haut, mais tout le reste, c'est faux. Alors, pourquoi ça marche si difficilement? C'est qu'en fait, les minéraux, c'est compliqué, parce que finalement, il y a beaucoup de variations, et que c'est pas toujours évident de savoir quels sont les points communs. Donc, ces approches sur les réseaux neuronaux sont souvent meilleures que d'autres. Donc, ça, c'est un des beaux succès, quelque part, de la thèse, c'est que maintenant, si j'ai un minéral qui est connu, enfin, qui est dans le nombre que je connais, parce que c'est clair, si c'est hors de tous les points de comparaison, il n'y a aucune chance d'arriver à quelque chose, mais s'il est connu, on a des bonnes chances d'arriver à l'identifier correctement. Donc, si on résume au final ce que j'ai fait pendant ma thèse, s'il faut garder 3 points, c'est que j'ai une procédure efficace pour mesurer, qui donne de bons résultats, qui est reproductible. J'ai une méthode qui est robuste pour classifier ces mesures, pour pouvoir nous dire quel type de minéral on a finalement. Et j'ai une librairie spectrale qui permet justement de faire ces comparaisons, de faire apprendre à un réseau neuronal. Et donc le tout ensemble, c'est ça qui fait ma thèse finalement. C'est les 3 parties essentielles. Après, il y a clairement plein d'autres parties parce qu'on fait toujours des tâches annexes, mais s'il y a 3 choses à retenir, c'est ces 3 points-là. Donc moi, j'en ai fini. Donc je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier tout particulièrement Philippe Brunner qui est malheureusement absent et Philippe Renard qui est présent pour avoir encadré cette thèse parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que la recherche, c'est toujours un travail d'équipe. Et quand on est un doctorant, on a aussi des choses qu'on sait faire, qu'on apprend vite à faire, et des choses qui demandent de l'expérience. Comme par exemple, typiquement, l'écriture scientifique, c'est pas quelque chose qui est inné chez les gens. Et je pense que d'avoir des gens qui partagent leur expertise et qui sont ouverts, qui sont prêts à discuter des problèmes qu'on peut avoir, qui sont enthousiastes pour nous encourager aussi quand des fois ça marche pas comme on veut, je pense que c'est quelque chose de vraiment clé pour la réussite d'une thèse. Et je pense que le fait est que, c'est clair, c'est le doctorant qui fait le travail, mais les superviseurs, ils font aussi un chouette travail, et quand ça marche, c'est parce que ça a marché chez tout le monde. Voilà. Merci bien. Voilà, donc avant de clore la partie officielle de la thèse, je me reste à vous féliciter d'abord, parce que c'était vraiment un magnifique exposé. Et puis je peux vous décerner formellement le grade de docteur en sciences de la Châtel. Félicitations. Merci beaucoup. De gens qui ont envie de s'exprimer, donc on va commencer par le directeur de thèse, donc je laisse. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, j'ai 2 casquettes. Donc, j'ai un joli discours qui a été préparé par Philippe. Comme il ne peut pas venir avec son épaule cassée, il m'a envoyé un petit texte. J'avais suggéré de faire une vidéo ou d'enregistrer un truc et qu'on puisse le passer. Mais visiblement, il n'a pas souhaité être visible avec son bras cassé. Donc, je vais vous le lire, j'espère que ça va être compréhensible. Je le lis en anglais. Ça t'est destiné. Dear Laurent, as you know, I unfortunately cannot attend your defense tonight, but I am sure you gave an excellent and intriguing presentation. On l'a vu. I assume Bruno just awarded you your PhD,
So congratulations from my side to very well-deserved accomplishment. Before I say a few words about Laurent and his work, I would like to thank the Faculty of Science for supporting this PhD thesis for the first 2 years. Parce que ton salaire a été couvert par la Fac des Sciences. I also want to thank Jens Becker from NAGRA, who provided a lot of input. Donc c'est eux qui ont aussi financé une partie de la thèse, pas mal d'expérience. Je rajoute des parenthèses. Laurent, it was a great pleasure to work with you. You have brought along with very high-level mathematical and engineering skills that are rarely found in the hydrogeological world. Your programming and IT skills will be greatly missed at the Institute. Tu vas te manquer. When Laurent started this project, he was very fast in taking things into his own hands. There was not a single meeting where Laurent didn't come without a range of propositions and solutions to the challenges encountered. Right. Je confirme. Laurent has remarkable urge to improve and optimize things, and this was actually crucial for this project. For example, something that emerged quite rapidly was that using a hyperspectral camera, it is not exactly plug and play, as it is suggested in the shiny brochures of Spectrum. Pour la parenthèse, elle vaut effectivement 100 000 francs la caméra, et ça marche pas très bien. Disons que c'est un bel instrument une fois qu'on sait l'utiliser, mais quand on commence, et avec le logiciel fourni, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est pour rajouter une parenthèse à la parenthèse. Donc, Laurent rapidly identified several crucial shortcomings in the available system, and instead of complaining about things, Laurent immediately started to reverse engineer everything and improved every aspect from data acquisition, calibration and interpretation. Donc c'est vrai, le reverse engineering, tu l'avais mis en gros en début du titre de l'abstract de la thèse, des articles, où on a un peu calmé le jeu dans l'écriture scientifique, mais c'est vrai que absolument tout a été refait, analysé, refait. Alors, je continue. But the accomplishments of Laurent go beyond the engineering aspects. A point that I found particularly useful was that Laurent introduced the consideration of uncertainties to hyperspectral imaging. This is a big step ahead, given that the hyperspectral community is notoriously deterministic. Donc, des petites barres d'erreur. I'm looking forward to see your papers published, and I am optimistic that they will be quite impactful, especially the combination of hyperspectral imaging with neural networks. Even so, it is pretty clear that you will not be pursuing a career in hydrogeology. I hope you enjoyed the 4 years excursion into the strange and intriguing world of the subsurface. Bon, tu es resté à la surface des roches quand même. Oui, mais bon, j'ai quand même côtoyé beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce qui se passait dessous. Ouais. To maintain your memories of this time, you will receive a picture book of wells in different cultures. Unfortunately, you will not have it. You will have to wait until you get it. Thanks again for everything. I wish all the best and look forward to seeing you soon. Donc voilà, ceci de Philippe. Je vous laisse, parce que une fois, tu as une autre. Merci. Bon, moi, j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas si vous allez vous ennuyer. Donc d'abord, bravo Laurent pour tout le boulot que tu as fait. C'était impressionnant. C'était pas facile parce que il venait d'un monde qui était différent du monde des hydrogéologues. Puis tu as accepté le challenge de venir ici. Oh, c'est intéressant, ce chose. Ouais, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. On avait proposé à d'autres étudiants qui étaient en maths ou en info de venir. Et puis tout le monde n'a pas envie de faire ce saut dans un monde vraiment différent. Donc bravo, je voulais te féliciter pour tout ça. Ouais, il y avait un truc. Tu connais Nicolas Sténon? Non. Non, Nicolas Sténon, il est né en 1638, vous le connaissez? Les géologues le connaissent. Non, tu le connais, c'est sûr. Sténon, ouais. Donc c'était un anatomicien, donc ça c'est pour les médecins. Mais il était aussi géologue, donc c'est au XVIIe siècle. Et puis il est né à Copenhague. Et il a travaillé un peu partout en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie. Il s'est fait embaucher par les ducs de Florence. Et puis sa devise, c'est un peu la tienne. Donc je pense que tu pourrais avoir... maintenant, on n'a plus des blasons avec des couleurs, je ne sais pas quoi. Maintenant, ça sera peut-être sur ta page web. Mais sa devise, je la dis toujours, parce que moi j'en parle de ces noms dans mes cours de géologie générale.
C'est exactitude de l'expérience, résultat reproductible. En 1650, quelque chose comme ça, c'était déjà ça de Heath. Et c'est lui qui a bâti les principes de la datation des roches. Et donc on a besoin de gens comme ça, comme toi. C'est quelque chose qui est important en science, d'avoir la rigueur que tu as amenée. Nous, en géologue, on n'a pas toujours cette rigueur-là. Ça fait du bien quand on a des gens comme toi qui nous poussent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aurais bien aimé qu'on applique ça sur le terrain. Dès le début, moi, c'est ce que je rêvais qu'on aille avec la caméra, prendre une photo de roches, de falaises, et puis que directement on puisse identifier les minéraux, les roches. On n'y est pas encore, mais bon, il y a Calliope qui est là et qui va prendre le relais. Donc, on va essayer d'appliquer ce que tu as développé sur le terrain et l'amener vraiment jusqu'à la géologie de terrain. Ça c'est notre rêve. Donc, un très grand bravo pour tout ça. Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Un très grand merci aussi, on l'a dit, tu as participé à plein de choses qu'on ne voit pas là, tu as aidé beaucoup de gens en Chine, tu nous as poussé à utiliser des technologies qu'on ne maîtrisait pas, je pense à Git, à Python, des tas de trucs. Et puis il a fait tourner aussi, ça je le dis pour Bruno, le cluster de la faculté des sciences, et donc le centre de calcul de la faculté des sciences qui est utilisé par les biologistes, par les physiciens, pas par les mathématiciens, qui pourtant pourraient. A été administré quasiment pendant 4 ans par Laurent. Donc c'est grâce à toi que l'Institut a marché, qu'on a appris de nouvelles choses, mais aussi que la fac a je sais pas, fait des découvertes en biologie qu'on ne sait même pas. Ça pourrait faire un plaisir d'entendre les autres. Ouais. Et voilà, donc pour tout ça, je crois que j'ai fini ce que je voulais raconter. J'ai quelques petits cadeaux. Cachés. Et c'est un peu des cadeaux symboliques. Les plus belles montagnes du monde, c'est un beau livre. Il vient de la bibliothèque du laboratoire de géologie de l'EPFL. Donc c'est assez rigolo, il y a le stamp de l'EPFL dessus. Donc moi j'en avais hérité parce que le laboratoire de géologie de l'EPFL a été démantelé, ils ont mis toute la bibliothèque loin. Et puis j'ai hérité de ce bouquin, je trouvais super. Donc pendant 10 ans je l'ai lu, j'ai regardé, j'ai rêvé des plus belles montagnes du monde. Puis comme tu viens de l'EPFL, moi, j'ai fini de rêver sur les montagnes, j'ai envie d'y aller. Je me suis dit que ça serait un joli passage de relais, un souvenir à la fois de BFL et de Neuchâtel. Donc, je trouve que c'était... Merci beaucoup, c'est vraiment un beau livre. C'est un beau livre. Ça ne m'a pas coûté cher, mais maintenant, je ne peux plus le regarder. Donc, Et puis, un autre bouquin, je te laisse ouvrir. Je ne sais pas si merci beaucoup. Tu connais Alain Cohn Si tu as un petit peu plus, juste... C'est un mathématicien assez connu. Tu vas parler d'algèbre, donc c'est le spécialiste des algèbres non commutatives. D'accord. Et il a fait un roman, roman, Le spectre d'Atacama. Oui, mais en fait, je connais. Tu le connais, déjà lu? Non, pas le livre, mais je connais le personnage. J'ai juste mis du temps avant de... Et puis je trouve que c'est assez rigolo. Tu as à la fois les maths, c'est ton background, les spectres, et puis un peu de voyage encore. Et de montagne, ça se passe au Pérou. Je crois que c'est au Pérou. D'accord, bien des Andes. Donc voilà, bravo encore, un très grand bravo. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci à toi aussi. Et puis j'espère que ça fait aussi beaucoup pour moi. J'espère pas de vue. Puis maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va prendre la parole. C'est Marius et Calliope. Bravo. Merci. Bravo Laurent. Congratulations, Yes, Laurent. good. For the amazing presentation. Yeah, beautiful. And I was wondering if it's well, this is on behalf of congratulations. yeah, congratulations. This is on behalf of Shin, everybody. All the colleagues wanted to share this moment with you. Thank you very much. And, I will get all these messages. Carefully. And this is a present as well to forget your PhD experience. Yeah, like buy alcohol, try for a month constantly, do it whatever you want. Or buy some material to go to see these most beautiful mountains of the I will world. definitely do Yeah, so. excellent. I don't have to forget my PhD. I love it. I mean, experience with the difficult parts. Oh, but a PhD is difficult part, but it's also a lot of nice experience. So for all of you who are Good to know. still PhD students, it's really a nice part of your life, I guess. Thank you. Anyways, congratulations and go again.
qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent dire un mot ou on peut passer gentiment à l'apéritif qui suit? Bon, si tel est le cas, je pense qu'on va gentiment aller à l'apéritif. Il est à la cafétéria et il est offert par ma famille que je remercie très chaleureusement pour tout le travail pour cette partie-là, parce que faire la présentation, c'est beaucoup de boulot, c'est très difficile de faire en même temps autre chose. Donc, grand merci à eux.